tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. J'ai 3 romans encore une fois et 2 lectures graphiques à vous montrer. Let's go! On commence avec une histoire qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment, que je ziote sur Amazon depuis encore plus longtemps et qui a été ma première fois pour une lecture de Amazon Crossing, donc de la maison d'édition d'Amazon. Il s'agit de The Paper Magician de Charlie N. Holmberg. C'est un roman assez atypique que j'ai bien aimé. On va nous parler de sorciers, de magiciens, pas de sorciers, on n'emploie pas ce mot, de magiciens, mais de caste de magiciens et chaque magicien a une particularité. Et on va suivre Seoni qui elle a toujours rêvé de manier le métal, sauf qu'elle va être désignée pour être apprentie d'un magicien de papier, qui n'est pas une discipline qui est fondamentalement hyper excitante dans le monde de la magie. Donc elle est un petit peu dégoûtée. Elle va aller chez son nouvel maître, je sais pas comment on pourrait dire ça, son nouveau prof, Emery Tain, qui est une éminence dans le domaine de la magie de papier, sauf qu'elle ne le sait pas réellement. Et elle va commencer à son apprentissage, commencer à apprendre des charmes pour amener du papier à la vie et faire plein de choses. Alors c'est assez imaginatif, assez inventif comme univers. Il faut plier de manière à faire des origamis et ça va faire des animaux. Si tu agites telle feuille de telle manière, ça va faire tel effet. Enfin, c'est quand même très original et très recherché. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Et un jour, en fait, son maître, son professeur, va se faire agresser. Et elle va tout faire pour le sauver. Et il va s'en suivre une sorte d'aventure assez spéciale. Vraiment spéciale. Et encore une fois, j'avais jamais vu ça. Du coup, vous l'avez compris, j'ai trouvé ce livre très original. On est dans un univers un petit peu à la Ghibli. Je dirais, ça m'a pas mal fait penser à ça. Parce qu'on a des magiciens qui savent faire des choses qu'on n'a jamais vues. Dans des contextes assez originaux. Et avec une certaine pudeur, une certaine retenue dans l'énonciation des faits, dans les sentiments, dans la manière de traiter les personnages qui, je sais pas, ouais, sortent un peu des sentiers battus. Seoni, c'est une jeune femme, ça se passe comme si c'était dans une époque historique précédente. C'est pas marqué quelle époque, mais je dirais que ça ressemble comme si ça se passait, je sais pas moi, au début du XXe siècle, vous voyez. Et donc Seoni, c'est une jeune femme assez indépendante pour son âge, pour son milieu, j'imagine. Et son professeur, il est assez mystérieux. Ça m'a vraiment fait penser à l'univers Ghibli le concernant parce que il m'a fait penser à un gros chat assez voilà, mystérieux. Alors là, cherchez pas pourquoi. Voilà, cherchez pas pourquoi. Il est très calme, très en retenue, il parle pas beaucoup et pourtant on est attiré par lui, on a envie de le découvrir plus. Et voilà, je sais pas trop comment vous en parler sans trop vous en dire. Je pense qu'il faut vraiment le lire. Il est pas très long, hein. Il fait même pas 220 pages. Et c'est une trilogie, il y a 3 tomes. Et j'ai bien aimé, sincèrement, j'ai trouvé ça assez original. Ça n'a pas été une lecture coup de cœur dans le sens où je trouve qu'on est un petit peu resté un peu trop en superficialité. Mais j'espère que ça sera développé un peu plus dans les tomes suivants. Donc voilà, une bonne découverte qui change de ce qu'on a l'habitude de lire dans le domaine. Si vous avez envie d'une histoire de magicien qui sort des sentiers battus, je vous le recommande. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes fin octobre et Halloween approchant. J'avais envie d'une lecture un petit peu creepy et j'ai été servie puisque j'ai lu Shining de Stephen King. Alors ça fait super longtemps que je veux retenter ma chance avec Stephen King. Parce que je vous l'avais déjà dit, mais à l'époque, il y a très longtemps de ça, j'avais essayé de lire Carrie et j'avais eu tellement peur que j'avais arrêté ma lecture. Bon, j'ai pas pris le plus soft, hein, n'est-ce pas, avec Shining apparemment, mais j'ai réussi à le finir. J'ai eu super peur, mais j'ai réussi, donc je suis super fière. Je ne sais pas si je dois vous
raconter l'histoire, bon, allez on va dire que oui quand même. Ça parle d'un hôtel hanté, hein. Une famille vient y passer l'hiver pour garder l'hôtel, le chauffer comme il faut, vérifier qu'il n'y a pas de dégâts pendant la période hivernale, tout ça. Ça se passe dans un coin très très reculé, montagneux de l'Amérique, et donc du coup cette famille là, dès que la neige commence à tomber, ils sont absolument bloqués pendant tout l'hiver, ils savent qu'ils ne peuvent pas redescendre dans le monde civilisé. Et on va suivre plus particulièrement Jack, qui est le père de famille, qui est un ancien alcoolique, avec beaucoup de refoulements, on va dire, et beaucoup de colère rentrée en lui. Il a fait des choses vraiment pas très sympas avant d'arriver à cet hôtel-là, et pour lui cet hôtel c'est un petit peu la chance de se sauver, de guérir, d'aller mieux. C'est ça, vraiment sa dernière chance, puisque là, il s'est fait virer de son job précédent, enfin voilà. Bref, plus rien ne va. Dans son couple, ça ne va pas trop parce qu'il a fait quelque chose qui a fortement déplu à sa femme et c'est tout à fait compréhensible. Et à son petit garçon aussi. Donc voilà, on est vraiment dans une atmosphère très très tendue. Ce que j'ai particulièrement aimé d'ailleurs, et j'ai trouvé le traitement des personnages sublime. Je sais que c'est la particularité de Stephen King, il n'écrit pas que des livres d'horreur, parce que je vais en venir à la partie horreur, mais il écrit aussi des trucs très très fins psychologiquement, et là clairement c'est le cas. J'ai trouvé que certes l'auteur prenait son temps pour poser le cadre, pour poser les personnages, il nous parle beaucoup de ce qui s'est passé avant, et on le voit petit à petit tomber dans la déchéance, enfin on les voit vraiment passer du côté obscur de la force, je dirais, mais c'est tellement fait de manière intelligente et c'est tellement fait de manière pas du tout abrupte, vraiment voilà, c'est un petit peu lent au début, c'est vrai, on a vraiment un rythme qui est très très différent entre les 2 tiers du roman et le dernier tiers, je dirais. L'auteur prend son temps pour installer les choses, mais on a ce petit côté addictif où on voit que les choses vont tourner mal. Et on peut pas s'empêcher de lire, de lire, de lire, et au fur et à mesure comme ça, t'as le personnage qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire, jusqu'au évidemment point final où voilà, la partie finale où ça envoie du pâté grave. Bref, en tout cas j'ai beaucoup aimé cet aspect là, j'ai trouvé ça génial, et rien que pour cet aspect là j'ai envie de lire d'autres livres de Stephen King parce que j'ai trouvé que le traitement des personnages était super. Passons maintenant à la partie qui fout les chocottes. Puisque j'ai parlé d'hôtel hanté. En fait, je dois avouer que même si j'ai eu très très peur, attention, hein, j'avoue qu'il y avait des moments où j'étais vraiment pas sereine. D'ailleurs, il y a eu un soir où je le lisais, où j'étais seule à la maison et où j'ai arrêté de le lire parce que j'ai trop peur. Je me suis dit, je vais le reprendre quand il fait jour, hein, parce que là ça va pas aller, sinon je vais pas dormir. Donc voilà, il y a quand même des passages qui font peur, mais on a évité l'aspect trop gore ou trop glauque, je trouve en tout cas. J'avais vraiment peur que ça aille encore plus loin que ça, et c'est allé. C'était supportable pour moi, on va dire, qui suis une très très grosse flippette. Mais c'était vraiment vraiment bien fait, clairement je m'y voyais. Et quand il y avait des trucs qui d'un coup apparaissaient comme ça, limite j'étais là en mode oulala, si j'avais vu le film, je pense que j'aurais pas été bien, même si je sais qu'il y a des différences. Je suis allée les voir à la fin de ma lecture pour comparer, parce que je ne verrai clairement jamais le film vu ce qui se passe là-dedans. Bref, ça fait très flipper, sincèrement, et c'était quand même bien pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween, j'avoue. Je l'ai terminé assez vite, j'ai dû mettre moins d'1 semaine pour le lire, il fait presque 600 pages, donc voilà, c'est un bon rythme, malgré le fait, comme je vous disais, que l'histoire traîne un petit peu en longueur au début. Le seul petit bémol que je lui mettrais, c'est la fin qui est un petit peu trop tirée par les cheveux, qui arrive un petit peu trop rapidement en fait par rapport à toute la mise en scène qu'il y avait eu avant. Sinon, j'ai passé un très bon moment de lecture, ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. En tout cas, est-ce que ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Stephen King? Clairement. Et à la suite de ça, vous l'imaginez bien, j'avais besoin d'une lecture doudou, un truc on va se calmer, on veut que des petits cœurs et voilà, les petits chamallows et voilà. Du coup, je dis n'importe quoi des fois. J'ai pris un aventure évasion et une romance historique, hein, parce que voilà, qui dit lecture doudou, ça va très bien. J'ai pris le tome 2 du quartet des Smith de Julia Quinn, donc Sortilège d'une nuit d'été. J'avais beaucoup aimé le premier tome et celui-ci a clairement été une déception. Sincèrement,
très plat, très fade, très cliché. Aucune originalité dans le traitement des personnages ou dans l'histoire en elle-même, puisque on a une gouvernante qui va tomber amoureuse du cousin des filles qu'elle doit gouverner, je sais pas comment on dit, qu'elle doit éduquer. Et voilà, elle va essayer de résister, mais lui, il est tellement charmant que voilà. C'était pas mauvais, ça se lit bien, ça se lit vite, mais aucune originalité, clairement. Et j'ai lu tellement de romances historiques que j'ai besoin de plus, vraiment plus, dans mes lectures de ce genre-là. Et là, je l'ai terminé en mode ouais, voilà, ça passe, c'est oubliable. C'est vraiment la lecture oubliable. Vous la lisez en 2 jours, vous passez un bon moment, même si voilà, c'est pas non plus fifou. Et clairement, une semaine après, vous vous en rappelez même plus quoi. Donc un petit peu déçue, je sais pas si je vais continuer la série parce que Julia Quinn c'est vraiment une auteure très inégale, c'est-à-dire qu'elle fait des bouquins mais comme ça, petits oignons, et elle fait des romances très plan-plan, comme celle-ci. Mais j'ai lu que le 3e tome était mieux, et le personnage a l'air intriguant, donc voilà, je sais pas. On va terminer avec 2 lectures graphiques. Le premier c'est un roman graphique, c'est Ce qui reste de Bousquet et Xul. Ce livre est très particulier. Je comprenais pas de quoi ça s'agissait au début, je me suis dit non, c'est vraiment ça en fait. Et j'ai trouvé l'idée géniale. En fait, on va suivre un couple qui doit gérer la disparition de leur fils après que celui-ci ait suivi une créature fantastique qui est venue le chercher dans son lit pour lui demander de l'aide pour sauver son royaume. Là, vous le voyez un petit peu ici. Et voilà. Je vais pas trop vous en dire, c'est horrible, j'arrive pas à parler dans cette vidéo, vous l'avez remarqué, c'est une catastrophe. Ce que je veux dire, c'est que on mêle un réalisme fou parce qu'on a le désespoir des parents qui savent pas où est passé leur gamin, tout ça, avec ce côté absolument fantastique d'un petit garçon qui s'est juste amusé à suivre une créature et qui a sauvé le royaume un petit peu à la Narnia, vous voyez. Et lui il revient pépère, pépouze, l'air de rien. Ses parents ils comprennent pas où il est passé, mais ils sont tellement heureux de le voir revenir qu'ils se posent pas trop de questions, même si le petit il a un discours qui est très incohérent pour eux, puisqu'il parle d'aventure qu'il a fait dans ce royaume magique. Pour eux c'est pas ça en fait qu'il a fait, c'est pas possible. Et il va disparaître à nouveau, ils vont rencontrer des membres d'une association de parents qui eux aussi vivent la même chose. Et voilà, on a vraiment une histoire très particulière, mais vraiment accrocheuse, et j'ai bien aimé cet aspect où on sait pas trop si on est dans le fantastique ou si on est dans quelque chose de plus sombre, de plus glauque, puisque les médias vont s'emparer de l'affaire et ils vont dire que c'est pas possible, les parents ils sont mêlés à quelque chose, c'est peut-être eux les responsables. Enfin, vous voyez, ça va très loin tout ça. Et on a quelque chose aussi d'assez triste, d'assez nostalgique, puisque les parents ils voient plus leur gamin quoi. Et même si ils savent pas trop sur quel pied danser, si vraiment le petit part dans un monde fantastique ou pas, on a quand même le fait que il n'est plus là, il leur manque, et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien dosé, c'est vraiment fascinant en fait cette histoire. Et tu en ressors avec un sentiment, c'est pas trop sur quel pied danser toi non plus, c'est vraiment sympa, voilà, c'est assez déroutant comme lecture. Donc si vous avez envie d'une lecture graphique, que vous avez l'occasion de mettre la main dessus peut-être à la bibliothèque, ce genre de choses, qui va vous surprendre, je dirais, je vous le recommande parce que personnellement, j'ai vraiment aimé me sentir complètement dépassée. Et on va terminer la vidéo avec une beauté. Mais alors quand je dis beauté, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et d'ailleurs quand je vous l'avais montré en book haul, vous avez été beaucoup à me dire « Oh là mais il est trop beau ce livre ». Je suis d'accord avec vous. Il s'agit de Japorama de Marco Reggiani. C'est un livre slash carnet de voyage slash guide slash j'en sais rien moi, dictionnaire du Japon. Donc sur le Japon, avec des illustrations à chaque page, c'est génial. En fait, on va aborder 100 thèmes à travers différents domaines. Alors je vais essayer de vous les dire rapidement.
Tokyo, saisir, comprendre, s'ajuster, donc c'est tout ce qui est us et coutumes. À travers le Japon, plutôt géographie, à boire et à manger. Culture, esthétique, mentalité, Made in Japan, donc vraiment les objets typiquement japonais. Et une année au Japon, tous les rites, rituels, fêtes qu'il peut y avoir dans l'année. C'était génial. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Alors certes, c'est pas très élaboré dans le sens où on reste vraiment en superficialité, on nous parle seulement de quelques termes, on nous explique ce que ça veut dire, comment est-ce que les japonais font telle ou telle chose, machin. Donc c'est pas très poussé comme recherche, vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez vraiment envie de quelque chose qui va parler en détail du Japon, de ses us et coutumes, c'est pas ça clairement qu'il vous faut. Mais si vous avez envie d'une petite incursion dans le Japon, si vous connaissez le pays ou que justement vous en avez jamais entendu parler et que vous voulez pas trop vous prendre la tête et que vous avez envie en plus d'avoir des jolis dessins dedans, clairement il est fait pour vous. Moi personnellement je suis une grande fan du Japon et c'est d'ailleurs mon top 1 dans mes destinations de rêve. Donc ça m'a donné encore plus envie d'aller visiter ce pays là. Et j'ai appris pas mal de trucs parce qu'au final il y a beaucoup de traditions japonaises dans ce livre. Chose qu'on voit pas forcément peut-être par exemple dans les mangas ou dans les animés tout ça. Et j'ai trouvé ça génial. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la culture japonaise, n'hésitez pas à vous procurer cette beauté. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter éventuellement, me dire si ces livres que je vous ai présentés vous intéressent ou si vous les avez lus. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.